Chers compatriotes congolais et chers amis du Congo, je reviens aujourd'hui vers vous parce que la situation que traverse notre pays est une situation gravissime. J'ai pris le temps d'observer, d'analyser, mais aussi de mesurer les dégâts qui sont en train d'être commis dans notre pays. Et je dois vous dire aujourd'hui que nous avons toutes les raisons d'être inquiets parce que nulle part au monde nous n'avons vu ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà bientôt 2 ans que l'on nous avait promis un changement parce que nous a-t-on dit il y a un enfant du pays qui va assurer l'alternance à la tête de notre pays. Mais nous avons dû, vous et moi, constater que cette alternance, en réalité, n'était autre qu'un énième glissement en faveur de l'occupation rwandaise, l'occupation militaire incarnée par Joseph Kabila Kanambe, lequel est instrumentalisé, comme vous l'avez compris, par Kigali. Alors, ces 2 années nous ont fait perdre beaucoup de temps, mais surtout beaucoup de victimes qu'on aurait pu évidemment éviter. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un deal entre Félix Tshilombo, l'enfant du pays, et Kabila Kanambe. Mais de quel deal s'agit-il? Puisque glissement il y a, mais le deal, jusqu'aujourd'hui, le peuple congolais n'en connaît ni les tenants ni les aboutissants. Alors, le pays qui continue à s'enfoncer dans les malheurs, nous n'arrivons pas à comprendre effectivement ce qui se passe dans ce deal. Nous subissons tout simplement les dégâts et nous sommes vraiment aujourd'hui devant le constat absolument tragique de ce qui se passe au pays. Je pense que nous pouvons nous souvenir ensemble que Félix Tshilombo lui-même avait déclaré qu'il avait contracté ce deal avec Kabila Kanambe et qu'il s'était entendu pour gouverner à 2. Mais où a-t-on vu dans un pays qu'un successeur puisse dépendre quasi totalement de son prédécesseur, lequel continue à donner des injonctions pour la direction du pays? Je dirais même pour la dérive du pays, puisqu'aujourd'hui le Congo vraiment va à sa perte. Alors, ce deal qui est en train aujourd'hui de frapper le peuple congolais n'a toujours pas livré ses secrets, mais nous voyons de voyage en voyage Félix Tshilombo, au retour de ses périples, rendre compte à Kabila Kanambe. Et le peuple congolais jusqu'aujourd'hui ne sait toujours pas ce qui se passe. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés au niveau de la guerre de clans. Alors, pour ce grand pays qu'est la République démocratique du Congo, en tant que présidente de la diaspora congolaise, mais surtout en tant que dépositaire de cette histoire et de cette souveraineté nationale que nous avons chèrement acquise au 30 juin 1960, je me dois tout de même de me poser beaucoup de questions. Et je pense que parmi ces questionnements, il y a cette quasi-indifférence de la communauté internationale par rapport à tout ce qui se passe au pays. Nous avons aujourd'hui 500 officiers rwandais qui campent dans nos institutions en République démocratique du Congo, qui occupent des postes stratégiques qui empêchent le Congo de se développer. Et donc je disais que 2 ans que nous avons perdus, mais c'est aussi 2 ans où nous avons eu encore et encore des milliers de morts sans que ceux-ci ne trouvent justice parmi les survivants. Alors, je pense que ce qui nous a préoccupés ces derniers temps, c'était de constater que une de ces conséquences du deal, c'était de voir que notre pays est absolument aujourd'hui à la traîne et que ce pays qui est sous occupation est absolument dépourvu de moyens de défense. Le peuple est dans une pauvreté absolument extrême. Alors, on a entendu maintenant des velléités d'extraterritorialité
de revendication de territoire, plus exactement, par rapport au dossier de Minembwe. Alors là, je devrais aujourd'hui vous donner notre position. Mais comment est-ce que nous pourrions accepter que des réfugiés rwandais venus dans notre pays, bénéficier de notre hospitalité, puissent aujourd'hui revendiquer qu'on crée un territoire expressément pour eux, parce que, selon eux, ils sont en difficulté et qu'ils se sentent menacés. Mais il y a combien de minorités au Congo? Et laissez-moi vous dire que les minorités dont ils se revendiquent, c'est-à-dire les Banyamulenge, ce sont des communautés qui n'existent pas, sinon dans leur propre chimère. Alors comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui accepter qu'on puisse dépecer notre pays en créant un territoire de Minembwe? Mais je pense aussi que ce qui doit nous interpeller ici, c'est tout le débat qui a suivi ces revendications. On a entendu M. Robert dire que Félix Tshilombo était au courant. Puis nous avons entendu les conseillers de ce dernier, sinon lui-même dire que non, ils étaient en voyage, qu'ils n'avaient pas du tout été informés. Et voilà encore une fois des tergiversations qui amènent notre pays dans la nébuleuse la plus totale. Mais ce qui est encore plus grave, c'est de voir que M. Moïse Nyarugabo, le coéquipier de M. Robert Roy, menaçait les Congolais et de dire que s'ils n'obtempèrent pas, eh bien que tous nous allons mourir comme des idiots. Eh bien, je suis aujourd'hui obligé de dire que les Congolais ne sont pas idiots. Ils vous ont accueillis parce que ce sont des humanistes, parce que ce sont des pacifistes et parce que c'est surtout un peuple généreux. Mais alors, si aujourd'hui vous devez manifester ces velléités de guerre contre le peuple congolais, je pense que ceux qui meurent parmi nous, parmi nos populations, ils ne meurent pas idiots. Et si pour vous, ils sont idiots, mais ils meurent surtout pour la patrie, pour avoir défendu leur patrie, pour avoir résisté. Alors, je pense que ce sont des menaces totalement inacceptables, ce sont des menaces qui devraient aujourd'hui exclure toute tentative de leur part de revendiquer quoi que ce soit dans notre pays. Mais j'aimerais ici aussi ouvrir une parenthèse pour vous alerter, chers compatriotes, que ces velléités de revendiquer un territoire, ce n'est que la suite d'un premier épisode que nous avons vu il y a quelque temps, Mateba. Mais comment est-ce qu'on peut accepter que Kanambe, qui n'est pas congolais et qui a campé, usurpé les fonctions de président de la République, puisse lui revendiquer un territoire à Mateba alors qu'il n'en est ni le dépositaire et en tous les cas, il ne représente aucune ancestralité par rapport à ces terres-là. Et donc, voilà un instant où les Congolais ont été distraits parce que ce qui a été fait par Kabila Kanambe, eh bien, était en train d'être refait par Robert Roy et compagnie. Et donc, je crois que la stratégie de cette occupation rwandaise, qui aujourd'hui est devenue multiforme, parce que ce n'est pas simplement une occupation militaire, mais c'est aussi une occupation foncière, une occupation au niveau des cadastres, et puis aussi une occupation au niveau de notre système éducatif. Et là, je m'explique. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de bourses d'études de notre pays sont attribuées à des ressortissants rwandais. Or, ces ressortissants rwandais, en ayant des passeports de Congolais, étudient à l'étranger comme Congolais alors qu'ils sont des Rwandais. Mais la stratégie est très simple, c'est pour après venir occuper notre pays et parachever le travail d'occupation, c'est-à-dire l'éradication totale de la congolité. Et ça, nous, évidemment, ne pouvons pas l'accepter. Je crois qu'il est temps maintenant que nous puissions mettre fin à tout cela. Mais nous avons cru voir une lueur d'espoir par Félix Tshilombo lui-même, lorsqu'il a annoncé il y a 2 ou 3 semaines qu'il allait organiser des consultations. Certains ont cru bon d'espérer, mais nous avons vite compris que les contours de ces consultations n'étaient pas précis, et que on ne savait pas qui il allait consulter, comment il allait consulter,
Et au fur et à mesure que les jours passaient, nous avons vu que finalement, tous ceux qui ont été consultés n'étaient pas nécessairement experts pour pouvoir donner des orientations politiques. Il nous a beaucoup plus semblé que nous avons encore là perdu un temps précieux et comme si le mentor de Félix, à savoir M. Kanambe, était encore et toujours en train d'insuffler son influence pour que, pendant que les Congolais sont distraits, pendant que les Congolais sont consultés, et bien que eux, les occupants, continuent à faire leur travail. Alors, je vois aussi qu'il y a des préoccupations qui semblent échapper à l'opinion générale. Nous constatons que l'enfant du pays ne bénéficie d'aucune majorité parlementaire. Et si ces consultations, c'était pour qu'il puisse avoir cette majorité, il est difficile de comprendre comment cela peut se faire à partir du moment où vous avez des partenaires de Félix qui revendiquent encore et toujours que leur alliance prévaut. Et nous avons encore eu à le constater lorsque Félix est revenu de Brazzaville. C'était pour dire qu'il n'allait pas renoncer à la coalition avec le groupe de Kabila Kanambe. Et donc aujourd'hui, le pays est pris en otage. Et je crois que c'est cette difficulté, c'est cet écueil que nous devons aujourd'hui surmonter en tant que patriotes, mais surtout en tant qu'enfants du pays. Parce que nous sommes en train de beaucoup parler, nous sommes en train de beaucoup pleurer, mais je crois que le moment de l'action est venu. Et je me félicite de constater que le peuple congolais a acquis une très très grande maturité et que de plus en plus, partout, s'élèvent des voix pour condamner ce qui se passe dans notre pays. Et je m'en veux pour preuve aussi que l'UDPS, qui est le parti de l'aile particulièrement de Félix Tshilombo, eh bien, même la base de cette aile-là a revendiqué la fin de la coalition avec Kabila Kanambe. C'est donc pour dire que tout le monde aujourd'hui au Congo est absolument déphasé par rapport à ce qui se passe. Mais je crois aussi que nous devons nous rendre compte que c'est peut-être là la conséquence de plusieurs situations qui ont perduré dans notre pays et pour lesquelles l'impunité aussi a pu jouer un rôle. Lorsque on examine les revendications des occupants, ou en tous les cas qu'on devine leurs revendications, par exemple dans le découpage de notre pays en plusieurs provinces, nous avons compris qu'il s'agissait maintenant d'un dépeçage qui devait permettre à terme d'imploser carrément le Congo. Et là, j'aimerais quand même qu'on puisse ouvrir une page d'histoire pour se rappeler. Et là, je me félicite d'avoir pu lire ce livre-là. Chacun se souvient que Maître Nimi Maïdika, qui fut directeur de cabinet du maréchal Mobutu, a écrit un livre qui vaut la peine d'être lu, qui s'intitule « Je ne renie rien, je raconte ». Eh bien, qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre? Il y a un épisode qui doit nous intéresser aujourd'hui, qui doit même nous interpeller aujourd'hui, à savoir que les prémices de l'occupation rwandaise avaient déjà commencé sous Mobutu. En 1961, qu'est-ce que Mobutu a fait pour mettre fin à des poches de rébellion par-ci par-là, en prévision déjà du coup d'État qui allait venir? Eh bien, il a été prendre un étudiant de l'université Lovanium pour couper l'électricité. Mais cet étudiant, c'était qui? Mais c'était Barthélemy Bisengimana Rwema. Eh bien, c'est lui qui a mis en œuvre son expertise pour que, effectivement, on puisse massacrer des opposants. C'était déjà le cas à l'époque. Et chacun sait que nous avons eu affaire avec le groupe de Mbinza, qui était en quelque sorte l'État dans l'État. Mais qu'est-ce que nous avons vu alors? L'héritage de cette politique, c'est que lors du coup d'État de 1965, mais c'est encore Bisengimana que Mobutu a sollicité pour couper tous les circuits de communication afin de rendre opérationnel le coup d'État.
Eh bien, en récompense, Bisengimana Ruema a été engagé à la présidence pour en devenir quelque temps après le directeur attitré. Et donc, cette fonction a permis à Bisengimana Ruema, qui à un moment donné disposait de l'impérium en matière d'octroi de bourses d'études, eh bien, il a attribué des bourses d'études à ses congénères pour qu'ils puissent, sous le couvercle de la couverture, plus exactement, de la nationalité congolaise, étudier à l'étranger. Et voilà aujourd'hui, beaucoup de Rwandais que nous croyions tels s'étaient manifestés d'abord comme Congolais, mais aujourd'hui sont devenus nos ennemis parce qu'ils ont pu donc bénéficier de toutes ces faveurs. Alors, nous voyons aujourd'hui que l'héritage de Bisengimana Ruema a été très très bien assuré, puisque les Moïse Nyarugabo et les Azaria Soro-Berwa, les rebelles d'aujourd'hui, eh bien, eux aussi se sont évertués à couper tous les circuits électriques pour rendre l'occupation opérationnelle. Et chacun se souvient de la tragédie de toutes nos maternités où des nouveau-nés placés dans des couveuses sont morts parce que justement il n'y avait plus d'alimentation électrique. C'est donc pour dire qu'aujourd'hui, lorsque nous entendons des dossiers de Minembwe se lever, lorsque nous entendons l'acquisition de Mateba par Kabila Kanambe, nous devons aujourd'hui vraiment nous mettre debout parce qu'il s'agit d'une stratégie qui remonte à très 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 longtemps. Et que, ma foi, l'indépendance de notre pays n'a pas toujours été acceptée par certains courants à l'extérieur de notre pays, que certains milieux néocolonialistes ont voulu récupérer leur mainmise sur les richesses naturelles de notre pays, dont aujourd'hui M. Kagame est l'exécutant. Alors évidemment, il y aurait beaucoup à dire parce que les tragédies sont multiples. Nous avons vu des tentatives pour résoudre la crise parce que, évidemment, nul n'est indifférent. Mais je pense aujourd'hui que le rôle que s'octroie l'Église catholique dans notre pays, en essayant de s'immiscer dans le jeu politique, je crois que ce n'est pas une très bonne solution. Parce que depuis longtemps, l'Église catholique a été en quelque sorte impliquée dans les solutions. Nous avons eu la Saint-Sylvestre, nous avons eu les glissements dont j'ai parlé au début de notre rencontre d'aujourd'hui, et les résultats sont là. Je crois que nous devons aujourd'hui déplorer l'échec justement de toutes ces tentatives. Et lorsque je parle d'échec, c'est de constater que cette Église catholique, en entamant des consultations parallèles, est allée rendre aussi visite à Kabila Kanambe, qui aujourd'hui n'a plus droit au chapitre, puisque qu'il ait donné le pouvoir ou qu'il ait nommé un successeur, peu importe, il lui avait été signifié par la communauté internationale qu'il ne devait plus se représenter et que la seule solution pour lui, c'était de quitter le Congo. Mais il ne veut pas quitter le Congo. Et donc cela veut bien dire qu'il y a des complicités internationales et nous devons nous interroger sur ces complicités parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Ce pays est à la dérive et je vois que ces complicités internationales misent aussi sur l'usure du temps. C'est-à-dire que les patriotes, les résistants qu'on ne peut pas tuer à bout portant, eh bien, il faut pouvoir les avoir par l'usure. Ils doivent pouvoir décéder d'une mort soi-disant naturelle alors qu'on a créé les conditions pour qu'ils soient frustrés à répétition, pour qu'ils soient déçus à répétition et surtout pour qu'ils soient privés à répétition de tous leurs droits. Et donc je crois qu'aujourd'hui le Congo nous appartient. Le Congo est notre pays. C'est un bien précieux que nous devons absolument préserver et nous devons surtout penser à notre jeunesse. Parce qu'aujourd'hui c'est une jeunesse sacrifiée. Les 32 ans de Mobutu, ajoutés aux 20 ans du cannabisme, mais évidemment, ce sont des décennies qui font reculer et qui ont fait reculer le Congo terriblement. Alors je crois aussi que nous devons absolument nous dire que le moment est venu de mettre fin à toutes ces tragédies, mais surtout de rappeler à nos envahisseurs, à nos occupants, que
ils ont beau dire qu'ils ont été aux côtés de Mzee Laurent Désiré Kabila, comme nous avons entendu M. Nyarugabo le dire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Mzee Laurent Désiré Kabila lorsqu'il s'est rendu compte que les occupants venaient avec un double agenda? Ils l'ont assassiné. Et donc, nous répéter que sinon nous allons mourir comme des idiots, je pense que c'est révéler, ou en tout cas c'est annoncer que, en fait, on n'est rien d'autre que des assassins pour le peuple congolais. Alors, mes chers compatriotes, il y a beaucoup de sujets qui nous préoccupent, mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir le courage de dire à nos compatriotes qu'ils doivent cesser de soutenir l'insoutenable, qu'ils doivent cesser d'accepter l'inacceptable, une formule à laquelle aujourd'hui tout le monde est habitué, mais surtout, ils doivent aujourd'hui cesser de défendre l'indéfendable. Parce que l'état de droit ne donne pas des passe-droits aux uns pour condamner les autres. L'état de droit, c'est une justice pour tous et l'équité pour tous devant la loi. Notre Constitution a été tant de fois bafouée, tant de fois violée, et je regrette aujourd'hui que d'éminents professeurs qui ont prouvé qu'ils étaient diplômés se réduisent aujourd'hui à défendre ce qui n'existe pas, à réinventer des lois constitutionnelles et surtout à remodeler la mentalité de la classe politique congolaise. Alors, moi, je vous invite, mes chers compatriotes, à ne pas désespérer parce qu'il y a de l'espoir. Je vous invite, mes chers compatriotes, à nous mobiliser, mais surtout, nous, Congolais, nous devons aujourd'hui nous ressaisir pour qu'ensemble, nous puissions défendre ce beau pays. Et je pense qu'ici, en diaspora, nous avons fait jusqu'ici des efforts considérables. Et je félicite tous ceux qui se battent encore et encore sans se laisser distraire, que nous devons continuer dans cette voie et nous devons surtout parler d'une même voix pour que enfin nous puissions aussi peser au sein de la communauté internationale afin de faire entendre la voix du peuple congolais. Évidemment, aujourd'hui, nous réclamons justice pour nos millions de victimes. Nous revendiquons l'attention sur le rapport mapping, mais je pense que nous devons surtout nous mobiliser pour que nous puissions faire valoir les raisons de développer le Congo, mais surtout les raisons de faire passer l'idée que la médiocrité ne peut pas gouverner le pays, mais qu'aujourd'hui nous devons valoriser les compétences que le Congo a pu acquérir jusqu'ici et surtout donner des gages de promesses d'un meilleur avenir à notre jeunesse. Et enfin, pour terminer, j'aimerais encore insister sur un rappel historique absolument important par rapport aux menaces d'implosion de notre pays, comme nous l'avons évoqué avec les dossiers de Minembwe. En fait, tous ces dossiers nous rappellent le droit du premier occupant. Rappelons-nous, en 1946, Joseph Kasavubu avait déjà dénoncé toutes ces menaces qui pesaient dans l'expropriation de nos terres. C'était le droit du premier occupant. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous réapproprier ce thème, nous devons nous réapproprier ce combat pour bien signifier au Rwanda que nous ne lâcherons rien et que nous allons défendre mordicus la terre de nos ancêtres et que nous ne pouvons plus continuer à tolérer ce qu'ils croient pouvoir faire parce qu'ils se sentent intouchables par la communauté internationale. Nous pensons que chaque peuple a son destin et que chaque peuple a sa terre et à chaque population de défendre sa terre. Et je pense qu'aujourd'hui, les Congolais doivent absolument proclamer que le droit du premier occupant est un droit absolument inaliénable et nous allons nous y conformer. Alors, je suis là comme vous et je me bats comme vous, mais je voudrais aussi me réunir avec vous pour qu'ensemble nous puissions gagner cette bataille. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.